parlons de la bombe sale. Ces mots, là, vous les entendez beaucoup depuis quelques heures. La Russie s'apprête-t-elle à tirer une bombe sale? Les coups de fil de son ministre de la Défense, en tout cas tout le week-end avec ses homologues français, britanniques, turcs, affirmant que l'Ukraine s'apprêtait à utiliser une telle bombe, font surtout croire à l'Occident que, premier point, c'est la Russie elle-même qui préparait une telle attaque. Deuxième point, la Russie préparait aussi un prétexte pour une grave escalade. Mais commençons par le début. D'abord, de quoi s'agit-il? Bombe sale. De quoi parle-t-on précisément? On pose les faits, rien que les faits. Justine Fraissinet, les indispensables. Bonsoir Justine. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Bon, de quoi s'agit-il? Une bombe sale. Bien, c'est une bombe qui contient des éléments radioactifs, mais avec un explosif conventionnel, par exemple de la dynamite ou du TNT. En un mot, une bombe sale n'est pas nucléaire en elle-même, mais ses conséquences le sont. Elle diffuse des matières radioactives, des poussières ou des particules fines. Lors de l'explosion, toute proportion gardée, évidemment, on pourrait comparer cela à un mini-accident nucléaire. Alors, que contient une bombe sale? Elle contient un élément radioactif. Cela peut être du cobalt, du césium, de l'uranium, du radium, du strontium ou du plutonium, pour être très précise. Cela peut provenir soit de déchets nucléaires, militaires ou médicaux, typiquement dans des hôpitaux, des établissements de recherche, des sites industriels ou militaires, soit être issu de la recherche, c'est-à-dire créé volontairement pour en faire une bombe. Dans tous les cas, c'est un processus très sensible, selon le général Patrick Charex, ancien commandant des forces aériennes stratégiques de l'armée de l'air. Écoutez-le. C'est sûr que si vous voulez créer ce genre d'armes, il vous faut un savoir-faire, avec toutes les précautions que ça implique. Hein. On ne trimballe pas du plutonium ou de l'uranium enrichi comme ça, avec les mains, ça vous laisse des traces à vie. Il vous faut au moins des ingénieurs atomiciens ou des ingénieurs qui savent traiter ça. Et donc c'est pas à la portée de monsieur tout le monde. Et Justine, une bombe sale a-t-elle déjà été utilisée? Bien, les spécialistes s'accordent à dire que non, ces bombes n'ont jamais été utilisées. Les images que vous avez vues précédemment sont des images d'illustration. Et c'est ce que rapporte le média scientifique Nova sur la base de déclarations d'experts. L'histoire de la bombe sale n'a pas encore été écrite, car heureusement, personne à ce jour n'a jamais déployé d'explosifs conventionnels contenant des matières radioactives. En revanche, il y a eu des soupçons de préparation de bombes sales en Tchétchénie à la fin des années 90, aux États-Unis au début des années 2000. Là, c'était un projet d'attentat déjoué d'Al-Qaïda, ou encore en Géorgie en 2003. Dans les trois cas, il s'agissait de terrorisme. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'en 2008, vous allez le voir, la France simulait dans le métro l'usage d'une de ces bombes avec un exercice grandeur nature. Il s'agit d'ailleurs toujours de terrorisme quand on parle de bombes sales et donc pas d'action militaire. Selon Lova Rinel, qui est chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des questions de dissuasion nucléaire. Écoutez. La bombe sale n'est pensée et réfléchie que par une action terroriste, dans le sens où il y a une déontologie, il y a un code, je sais que ça peut surprendre, mais en fait, un État digne de ce nom n'utilise pas ces bombes-là, et le droit international a vraiment fait en sorte de pouvoir faire la différence entre l'armée régulière, qui n'a pas le droit d'utiliser ces bombes, et l'utilisation de ces bombes qui, de ce fait, ne se font que dans des situations terroristes. Et tous les scénarios d'alerte ne se font que dans une réflexion terroriste. Et ce serait très destructeur? Eh bien, ça peut l'être si l'explosion est très grosse, mais ce n'est pas comparable, en tout cas, à l'arme nucléaire. Les spécialistes parlent d'armes de perturbation massive et non de destruction massive. Il n'y a pas d'énormes champignons comme peut provoquer une bombe atomique, mais il y a des poussières radioactives qui sont dispersées et qui font beaucoup de dégâts. Le but de ces bombes, ce n'est donc pas vraiment de tout détruire, mais de tout contaminer. Les populations, si les poussières sont respirées, ingérées, absorbées par la peau, et ensuite les zones, c'est-à-dire les sols et donc les eaux et les aliments. Sur quelle superficie? Eh bien là encore, ça dépend de la taille de la bombe, mais on peut considérer que ça serait limité à un quartier, à une ville ou à quelques kilomètres autour du lieu de l'impact. Mais cela, pour des années entières. Écoutez à nouveau le général Patrick Charex. La grosse caractéristique de ce genre de bombes, ce sont les effets qui sont à très longue durée. À partir du moment où vous tapez sur de la radiologie, d'une arme radiologique, eh bien vous traitez de zones polluées pour un nombre d'années très importantes. Ça vous fait des zones interdites, puisque ça a des impacts sur
bien sûr la population, sur les naissances, sur les maladies qui sont déclenchées. Et ce qui fait que cette question de la bombe sale est au cœur des inquiétudes, c'est que les Russes en ont beaucoup, mais alors beaucoup parlé ces dernières heures. Oui, les prises de parole se sont succédées. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, a pris son téléphone hier pour s'entretenir avec ses homologues, l'Américain Lloyd Austin, le Britannique Ben Wallace, le Français Sébastien Lecornu et le Turc Hulusi Akar. Il a lancé cette accusation à Kiev. L'Ukraine va utiliser une bombe sale sur son propre territoire et accuser la Russie. Accusation réitérée aujourd'hui par Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et par Igor Kirillov, lieutenant général en charge des substances radioactives au sein de l'armée russe. Et tous les deux vont encore plus loin. Écoutez-les. Соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать. О вопросе о грязных бомбах мы обязательно разберемся до конца. У нас есть... По имеющейся информации, две организации Украины имеют конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы. Работа находится на завершающем этапе. Comment ont réagi les pays occidentaux? Eh bien, tous ont dit qu'ils n'y croyaient pas. Nos pays ont clairement indiqué qu'ils rejettent les allégations à l'évidence fausse de la Russie, selon lesquelles l'Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre territoire. Personne ne serait dupe d'une tentative d'utiliser cette allégation comme prétexte. Voilà ce qu'ont déclaré les ministres des Affaires étrangères français, britanniques et américains dans ce communiqué commun. 3 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, 3 puissances nucléaires, membres de l'OTAN. C'est donc une déclaration assez rare. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour eux, c'est une mise en garde. En clair, nous savons que vous, la Russie, accusez souvent les autres de ce que vous planifiez vous-même. Ne vous avisez pas d'utiliser une telle bombe. Et l'Ukraine, on l'imagine, a bien sûr réagi. Oui, dès aujourd'hui, elle se dit prête à ce que l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, vienne vérifier que l'Ukraine ne prépare pas de telles attaques sur son sol. Et Volodymyr Zelensky a renvoyé cette accusation à la Russie, qu'il suspecte lui aussi de vouloir elle-même utiliser une bombe sale, voire justifier l'éventuelle utilisation d'une bombe nucléaire tactique en Ukraine. Écoutez le président ukrainien. Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів з розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, всі все добре розуміють. Розуміють, хто джерело усього брудного, що тільки можна уявити. Merci beaucoup Justine et merci aux équipes derrière ce travail comme tous les soirs, toujours formidable. Merci beaucoup. Général Trinquant, il n'y a jamais eu d'utilisation de bombes sales, mais des suspicions. Il ne s'agit pas d'une bombe nucléaire, mais ce serait terrible. Oui, on appelle ça la bombe du pauvre en fait, parce que évidemment ce ne sont pas les puissances nucléaires qui l'utilisent, mais et on le disait souvent, on a accusé les terroristes de quelques mouvements qu'ils étaient de pouvoir les utiliser, parce qu'en fait, il suffisait, entre guillemets, c'est pas aussi simple que ça, de récupérer des déchets radioactifs. Ils étaient en vente au moment de la dissolution de l'Union soviétique, dans les années 90. C'était en vente dans beaucoup de pays, en Ukraine, en Russie, partout. C'était en vente. Et donc, de les mêler à un explosif, et donc de pouvoir créer ce type... donc, on l'a beaucoup craint pendant de nombreuses années. On en reparle. Là, les Russes en reparlent. On me permettrait de dire que Mashkarovka, c'est ce qu'on appelle de la déception. Je sais qu'avec Elsa, nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur les termes utilisés par le général qui commande et qui dit « nous allons prendre des mesures difficiles ». La mesure difficile pour moi, c'est le départ de Kherson de l'armée russe. Alors je rappelle pour les téléspectateurs, le général Sorovikin, qui a pris la tête des opérations, a dit il y a quelques jours qu'il s'apprêtait à prendre des décisions difficiles, la situation étant tendue selon lui sur le terrain. Et donc ils utilisent depuis des masques pour qu'on ne voit pas le retrait de Kherson, qui est une défaite majeure pour les Russes. Et il y a 3 masques qui ont été utilisés. Il y a eu l'évacuation des civils. Quand on évacue les civils, tout le monde se concentre sur les civils et ne regarde pas les militaires qui s'en vont. Il y a eu le fameux barrage qui
pouvaient être minées. Et là, il y a la bombe sale. Donc vous n'y croyez pas à l'utilisation ? Non, je ne crois pas. Alors, il faut toujours se préparer pour le pire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'effet majeur, c'est que tout le monde en parle et on ne parle pas d'autre chose. D'ailleurs, toujours cette arme psychologique, Bertrand Badi, et selon l'autorité de sûreté nucléaire américaine, ça c'est encore Le Monde qui le rappelle, pour eux, c'est pas tant une arme de destruction massive qu'une arme de perturbation massive, oui, bien sûr. Cette bombe sale. Mais écoutez, le disque est rayé quand même. C'est-à-dire que cette technique, les Russes l'emploient depuis déjà des mois et des mois, qui consiste d'abord à beaucoup parler, à faire peur rhétoriquement. Généralement, quand on veut vraiment avoir, et je parle sous le contrôle du général Trinquant, on veut avoir une action stratégique, on n'en parle pas avant. Là, cette espèce de déploiement rhétorique est quelque chose d'assez étonnant et auquel on est habitué. Alors, il faut être prudent quand on dit ça, parce que peut-être qu'un jour, on aura une mauvaise surprise. Mais en fait, ça n'étonne pas par rapport à ce que l'on connaît. L'autre technique, c'est celle de dire, comme les gamins de l'école primaire, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est-à-dire, c'est l'autre qui nous menace, ayez peur de l'autre. Enfin, ça ne tient pas une seule seconde. Quel intérêt Zelensky aurait-il d'utiliser ce type d'armement dans ses propres villes ? Vladimir Poutine, mais juste que, comme vous venez évoquer Volodymyr Zelensky, lui, il estime que justement, si la Russie dit c'est vous qui allez le faire, c'est bien la preuve qu'il va le faire lui-même et donc il essaie juste de masquer ses propres actes, voire de justifier son escalade. Mais faire peur surtout. J'espère que je ne me trompe pas et que effectivement, il ne l'emploiera pas. Mais tout cet accompagnement rhétorique, c'est une chanson très connue. C'est un air que l'on a composé au Kremlin au mois de février et que l'on joue presque tous les jours. Donc, il va falloir qu'il trouve autre chose pour constituer son répertoire. Alors, Elsa Vidal, il ne dit pas que ça, Volodymyr Zelensky. Il dit, bon, s'ils nous accusent de le faire, c'est qu'ils vont le faire eux-mêmes. Mais il dit aussi, la Russie a déjà préparé tout ça. Est-ce que vous croyez à l'utilisation d'une bombe sale, mais en plus imminente ? C'est-à-dire, il n'aurait plus qu'à appuyer sur le bouton. Mais ce qui est très intriguant pour le moment et qui pose vraiment question, c'est qu'effectivement, Kherson est une perte. Le retrait de l'armée russe de Kherson est une perte lourde. On a déjà dit à plusieurs reprises que c'était la seule grande ville que l'armée russe avait réussi à conquérir depuis mars. Donc, je ne vous cache pas que personnellement, je me demande par quoi doit être compensé ce retrait qui est effectivement masqué par différents contre-feux. Alors, peut-être que ce sera suffisant, mais disons que ma fréquentation de la Russie m'amène à craindre une réaction qui vienne compenser ce départ de Kherson. Peut-être la réaction sera-t-elle dans une autre région. Toujours est-il qu'effectivement, la Russie a recours très régulièrement à ces accusations en miroir et que cela laisse en effet craindre qu'elle puisse recourir à une frappe dans la région de Kherson. Peut-être que ça va être simplement quelque chose qui est malgré tout à fait dramatique. Ça va être d'amener des hommes ukrainiens de la région de Kherson à combattre sur le terrain l'armée ukrainienne, puisque en plus de quitter la ville, les autorités d'occupation russes ont annoncé que les hommes qui resteraient devraient entrer dans ce qu'ils appellent la défense territoriale, qui est d'ailleurs là aussi en miroir avec ce que les Ukrainiens pratiquent, la défense territoriale. Et donc, on est toujours dans ce jeu de miroir. Ouais. Mais voilà, il y a quand même nécessairement une réponse de l'armée russe et de l'État russe à venir au fait de devoir vider Kherson. Est-ce que ce sera une bombe sale ? Je ne sais pas. Ceci dit, en Syrie, les Russes ont utilisé des armes de destruction massive, des armes interdites, des armes chimiques. Et donc, moi, j'ai assez peur qu'on ait le recours à ce type d'armement à un moment donné de ce conflit. C'est là où je mets sur la table le nom maintenant célèbrement connu du général Sourovikine, parce que depuis plusieurs jours, dès qu'il se passe quelque chose de terrible, on dit oui, mais voilà, justement, c'est sa patte, sa signature, il en est capable. Général Sourovikine, je le rappelle pour nos téléspectateurs qui n'auraient pas encore fait sa connaissance, c'est lui qui est aussi surnommé, je crois, Général Armageddon. Et surtout, ce qui nous intéresse là, c'est qu'il a opéré en Syrie. Il avait été accusé par certaines organisations ONG d'avoir activement agi sur l'attaque de civils, je crois dans des hôpitaux pour être précis, et des villes. Est-ce qu'il pourrait effectivement, cet homme, parce que c'est lui qui prend la tête des opérations maintenant, aller jusque-là ? Alors moi, je pense qu'il faut décorréler les deux phénomènes. Pour une raison très simple, c'est que s'il a lui aussi le surnom de boucher d'Alep, donc référence à cette ville syrienne, son prédécesseur Dvornikov portait le même surnom. C'est-à-dire que la boucherie est à l'évidence une filière d'avenir en Russie. Alors, sur la bombe sale,
Méfions-nous là aussi des traquenards lexicaux. Je n'en connais guère de propre. C'est comme la guerre sale et la guerre propre, ça n'existe pas. Bon. Et puis il faut, et c'est pour ça que la référence à la Syrie, à mon avis, est tout à fait féconde, il faut effectivement décorréler ça pour le coup du nucléaire pur et envisager d'autres types d'armes non conventionnelles. Al-Abja, fin des années 80, Saddam Hussein, bombardement chimique sur des populations réputées acquises à l'ennemi iranien. La Syrie, il y a eu non seulement ces barils qui ont été largués dans la Ghouta orientale, donc dans la grande banlieue de Damas. Vous avez eu en 2013 un cas qui a été documenté très précisément par l'ONG Human Rights Watch à propos d'une école, une école qui avait été la cible de bombardements chimiques. Donc je veux dire, on pourrait revenir au napalm utilisé au Vietnam ou dans les maquis islamistes libyens par Kadhafi. On pourrait parler de l'agent orange, etc. Donc, image de Syrie, là, ce qu'on voit, je précise pour les téléspectateurs. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment élargir la réflexion en dehors du fantasme qui cristallise les terreurs quasiment millénaristes de tout le monde du nucléaire. Il y a d'autres bombes sales que des bombes où on mélange du conventionnel et des Je me permets de rappeler Vincent Hugeux, je le fais régulièrement, mais quand on s'intéresse aux déclarations de Joe Biden, on s'arrête sur ses déclarations sur le nucléaire, mais en général, dans le même temps, il met aussi en garde sur les armes biologiques et chimiques. Oui. Et la plupart d'entre vous estimaient régulièrement que le risque est plutôt peut-être là que dans le nucléaire. En tout cas, moi je remarque une chose, c'est que les premiers qui ont installé l'hypothèse d'un dérapage bactériologique dans ce conflit, ce sont les Russes eux-mêmes et très tôt en saison. Souvenez-vous de ces accusations réitérées de laboratoires secrets clandestins financés par des Américains où on préparait des dizaines de charges bactériologiques. Alors, en plus, il faut prendre un élément en compte, c'est qu'il lancerait une bombe sale sur un territoire qu'il veut être sien. Ce serait destructeur, ça laisserait des traces, peut-être pour des années, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce qu'on imagine, c'est ça, sur des générations, oui, bien sûr. Une terre brûlée. À la différence du chimique, le chimique, arme interdite et affreuse, mais c'est pour pas très longtemps. Alors que le nucléaire, les déchets nucléaires, c'est pour des années. Cette poussière, donc une terre qu'il voudrait, mais il la nucléariserait, je ne sais pas si on peut dire ça de cette manière. Bon, est-ce que c'est ça envisageable ? Je vous propose un témoignage rapporté par l'AFP cet après-midi d'un ingénieur de Mykolaïv qui dit ceci. Après tout, il est comme un amant jaloux, Vladimir Poutine. Il dit que s'il ne peut pas avoir l'Ukraine, personne ne le peut. À la fois, on peut se dire la terre brûlée, quel intérêt pour lui, en même temps, si c'est lui ou le chaos, après tout. Non, ce qu'on peut se dire est toujours lié à Kherson, c'est que si les troupes russes franchissent le Dniepr et passent à l'est du Dniepr, il y a peu de chances pour qu'ils reviennent à l'ouest. Et que donc, ça puisse être une terre brûlée pour les Russes. C'est possible. Et si c'était le cas, s'il allait jusqu'au bout de cette bombe sale, quelle réaction, là encore ? Ça appellerait probablement une très forte réaction de notre côté. Effectivement, ce sera indubitable qu'il faudra activer des canaux diplomatiques beaucoup plus forts. Et d'ailleurs, ce serait un des effets secondaires qui pourrait être recherché. C'est-à-dire de forcer le retour à la négociation, de nous rassembler tous. Mais on entrerait très probablement, tout dépendant de l'arme qui serait utilisée, mais on entrerait très probablement dans une nouvelle phase de cette guerre, que j'ai personnellement effectivement du mal à envisager et à dire, visiblement. Parce qu'on serait obligé d'être face à nos déclarations de principe et cohérent probablement dans nos actes à ce moment-là. Bertrand Badi. Ça, c'est un problème compliqué parce que, premièrement, les Occidentaux n'ont plus de marge d'escalade. C'est-à-dire on ne peut pas indéfiniment sophistiquer la co-belligérance non belligérante. Il y a un moment où ça n'a plus de sens. C'est-à-dire il y a un moment où le plafond de verre est atteint et où l'étape suivante, c'est la belligérance directe, ce qui ne correspond en rien aux paramètres de la vie politique, économique, sociale occidentale. Et ça, évidemment, Poutine en joue. Ce défaut de pouvoir suivre Poutine, qui lui a d'ailleurs de moins en moins de marge dans l'escalade, mais l'Occident n'en a pas du tout. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que je pense franchement que personne ne songe à la négociation. Parce qu'on est face à une situation dans laquelle la négociation ne fait absolument aucun sens. Pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait avantage au compromis et à la transaction. Vous avez avantage au compromis et à la transaction dans deux cas de figure. Quand il y a un vainqueur et un vaincu. Parce que le vaincu, par définition, il n'a pas d'autre choix que de transiger.
Ou la deuxième situation, c'est quand tous les deux ont au même moment, les deux adversaires ont au même moment intérêt de poser les armes. Or là, nous sommes dans une situation de parfaite dissymétrie, donc ça ne se fera pas. Hein. Donc il faut bien voir que si Poutine cherche une porte de sortie, parce que c'est humain, tout humain cherche une porte de sortie, c'est ni vers la négociation, ni vers la victoire militaire. Alors ça nous ramène à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement cette mondialisation de la conflictualité sous des formes inédites, ou alors sur le mode du renversement des rapports internationaux. C'est-à-dire, effectivement, il ne faut quand même pas oublier que plus la moitié de l'humanité est dans une situation d'abstention, est dans une situation de rejet de cette guerre qu'ils considèrent comme n'étant pas la leur, mais qui peut pourtant les gêner. Et donc, quand une guerre n'est pas votre propre guerre, mais risque de vous casser les pieds et surtout que vous risquez de en payer la facture, eh bien, vous avez des moyens de pression pour calmer le jeu. C'est ça le scénario.